contact extrêmement violent avec le style. Parler d'Henri Coste, Le vin amène la littérature et la littérature amène au vin. Toute la littérature qui existe a cette composition. D'ailleurs, il n'y a pas d'écrivain bon s'il ne boit pas. C'est simple, c'est tout à fait simple. Pour écrire, il faut boire. Mon plaisir, c'est de côtoyer des gens que j'admire et qui bon, on connaît par les livres. Hein. Et bon, c'est vrai qu'on a toujours une petite curiosité. On se dit, mais ce type qui écrit si bien, comment il est dans la vie réelle. Enfin, et donc, ça m'intéresse, c'est une petite curiosité. L'essentiel de l'écrivain, il est dans ce qu'il écrit, il n'est pas dans ce qu'il est. Mais bon, il y a un grand plaisir. Et puis, il y a cette idée aussi, puisque c'est le projet des vendanges littéraires, hein, c'est de faire lire. Et faire lire quelqu'un qu'on aime, on a tous cette envie-là. Quand on lit un bon livre, on se dit, mais il faudrait que je le fasse lire à un tel, à quelqu'un que j'aime, à quelqu'un... Et donc, voilà, c'est un peu ça, de faire lire les gens parce qu'on a des enthousiasmes des écrivains. On ne pas ça. Voilà, c'est ça. Je connais Rivesaltes pour son vin. Je connaissais les vendanges littéraires parce que j'en avais entendu parler déjà. Donc voilà, j'étais jamais venue. Et maintenant, j'apprends à connaître les lieux et les gens. Je trouve que décerner un prix sous forme de barrique de vin, je trouve ça assez génial. Ça change. Et puis derrière, on peut en faire profiter tout le monde. Donc c'est encore mieux. Je suis vraiment heureuse en fait parce que ça a du sens pour moi d'être ici. Je suis dans un petit village avec des gens qui viennent pour la littérature, pour passer un bon moment, quelque chose d'assez informel finalement. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut perpétuer la littérature et faire de belles rencontres, plus qu'en étant dans des salons parisiens avec le petit doigt en l'air. Donc je suis contente d'être là et encore plus d'être primée. Est-ce qu'il y a de bonne littérature qu'à Paris? Tout lieu du monde est au centre du monde. Là où vous êtes, c'est le centre du monde. Province. Le terme de province, est-ce que c'est pas vexant en soi, puisque c'est le terme latin pour désigner des territoires conquis? Oui, mais d'ailleurs c'est un peu ça. Comme la mode parisienne, les idées parisiennes, les grandes têtes qui jaillissent. Mais ça, je pense que c'est très fugitif, c'est éphémère dans l'histoire de votre histoire, vous, avec cette prise de contact au monde extérieur, aux êtres, à votre mémoire, à ce que vous avez engrangé, à ce que vous espérez et à ce à quoi vous croyez. Ça, ou bien ça va passer le temps, ou bien ça va pas le passer. Voilà. Ça ne dépend pas de moi. Hein. Rivesaltes, oui, j'étais jamais venu. Je suis venu plusieurs fois dans la région. D'abord, j'étais venu à Perpignan dans la librairie Torquatis de Jean-Louis et Odile Coste et c'est un très très bon souvenir. Et puis ça m'est arrivé de passer dans cette région que j'aime beaucoup. Voilà. Et je dois dire que je suis très très content parce que c'est une telle douceur, même s'il pleut, pas grave. C'est l'ambiance et les gens qui sont là c'est tellement affectueux que je suis très heureux d'être là. Il s'agit de la 10e édition et dont nous avons planté un jeune plant il y a 10 ans, mais je m'aperçois qu'il n'a fait que prospérer et embellir. Et aujourd'hui, on peut dire que les vendanges littéraires sont formidables. On a gardé, peut-être on a acquis plus de rondeur, tout en conservant, je dirais, la verdure de la jeunesse. Et donc je ne doute pas une seule seconde que le cru 2012 soit très 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 goulayant. Casser le truc là Ouais. quand même.
Qu'est-ce qu'il est en train de vous raconter, comme il dit? On parle des vendanges Moi, je l'aime bien, littéraires. monsieur le maire. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que, Oui. quand même, Je vous fais un scoop. quand même, que nous avons la chance quand même d'avoir une rime facile, hein, vin et écrivain. Et là, j'ai à côté de moi un vendangeur de bons mots et de très belles phrases. Il est excellent quand même. C'est pas bon? Ah ouais. Il pourrait dire, j'ai un philosophe vin, Pas un vin. qui n'est pas un écrivain. On a un maire ici d'une ville magnifique dans laquelle il y a plein de choses qui sont faites. Ce jury littéraire, ce prix des vendanges littéraires, ces 10 ans du prix, etc. Il y a Jean Echenoz qui est pas loin, etc. Il y a un travail magnifique qui est fait, qui est un travail politique au sens noble du terme, au beau sens du terme. C'est-à-dire c'est le travail de la cité politique. C'est les gens d'ici. Plein de choses sont faites ici pour les gens d'ici. Il y a des vignerons extraordinaires, il y a des viticulteurs extraordinaires. Ils sont écrivains aussi. Je pense que C'est vrai. Henri Lhéritier vrai, est l'un c'est des vrai. grands auteurs, je le pense vraiment. Je ne veux pas dire que j'ai trop bu et que j'ai des choses. Non, je le dis vraiment, je l'ai lu, j'ai lu ses manuscrits. C'est un très grand écrivain. Il serait à Paris, il ferait un malheur. Simplement, il n'est pas à Paris. Donc, c'est la province. C'est un tort C'est d'être les provincial. C'est un Alors, tort, si, c'est on un veut, handicap, si on veut disons. faire carrière. C'est un handicap. Mais en même temps, mais ces livres existent, ils sont publiés chez un éditeur qui fait un travail digne de ce nom. C'est très bien, ça existe, voilà. Et les gens savent savoir, ils savent reconnaître les vraies valeurs là où elles sont. Mais il y a une communauté ici, d'amis, de copains. Ça, c'est vrai, Une qu'on communauté cultive l'amitié et la épicurienne de gens qui sont... J'ai vu hier soir, on a dîné ensemble, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens ceci. On s'en fout. Oui, moi je suis un homme de gauche et je préfère la gauche à la droite. Sauf que je préfère une droite intelligente à une gauche imbécile. Ça Et permet- inversement. Eh bien, tant mieux. Et inversement. C'est ce qui fait qu'on est capable de temps en temps de se retrouver avec des gens qui disent on fait des choses pour Oui, bien Rivesaltes, sûr. on fait des choses pour la région, on fait des choses ici parce qu'on y croit, parce qu'on a envie de dynamiser notre ville, notre cité, notre région, etc. Et moi, je reconnais ça en Normandie. Donc quand je le vois ici, et magnifié, parce qu'ici c'est mieux, vous avez une langue. Vous avez une langue qui vous permet ici d'avoir une identité. Oui. Et ben je le vois et je suis très heureux. Je me suis dit, si toutes les provinces étaient capables de ça, alors ce serait vraiment très bien. Le Roussillon devrait être un laboratoire du girondisme qui a péri sous les coups du jacobinisme en 1793. Moi, je reçois une centaine de mails par jour, je suis très invité, etc. Simplement, quand je vois Rivesaltes, il y a une priorité. Il y a des amis ici, il y a des gens bien, je vous dis vraiment des viticulteurs, des œnologues, des écrivains, des amis, des gens, et effectivement je suis invité partout dans le monde, mais il y a une priorité à Rivesaltes parce que je sais qu'il y a des amis, il y a une communauté d'amis. C'est un jury littéraire où les gens lisent les livres. C'est bizarre d'avoir à le dire, mais je veux dire, voilà, il y a plein de gens qui ne lisent pas les livres dans les jurys littéraires. Là, simplement, il y a des gens qui disent, voilà, j'ai lu, j'ai aimé, je n'ai pas aimé, voilà pourquoi j'ai aimé, voilà pourquoi je n'ai pas aimé. Et il n'y a pas de rivalité parisienne, on n'a pas aimé parce qu'on a trouvé que d'un point de vue littéraire, ça ne tenait pas la route. Parce que la littérature fait la loi à Rivesaltes. À Paris, ce n'est pas la littérature qui fait la loi. C'est la tribu, c'est le copinage, c'est un tas de choses ici. Et il y a des gens vrais. Moi, je suis chez moi ici, parce que je suis en Normandie, à Rivesaltes. La preuve, c'est qu'il tombe des hallebardes, et on m'a dit ça arrive une fois par an, et la pluie à Rivesaltes, ça n'existe jamais. Je dis, bah attendez, moi, depuis que je me suis levé là ce matin, j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai vu un temps normand. Un signe des dieux païens. C'est une édition tout à fait exceptionnelle puisque c'est la première fois qu'elle a lieu sous la pluie. Donc nous sommes ravis, c'est un pays de sécheresse où on manque d'eau et pour une fois que nous voulions faire une belle manifestation sous le platane en plein air, eh bien nous avons de l'eau, on ne va pas se plaindre. On a aussi du vin et nous sommes très heureux parce qu'on a nos grands écrivains qui sont là et qui ont l'air satisfaits quand même malgré la pluie. Adrienne Cazeille a obtenu le prix Vendémiaire pour son livre Voyage autour de mon jardin. Adrienne Cazeille était très contente parce que ça fait plusieurs jours qu'elle nous dit je viendrai et puis le lendemain non je ne peux pas venir. Elle a eu plusieurs fois, elle a fait plusieurs malaises ces derniers temps. Bon, c'est une dame qui est
très âgée, elle aura 90 ans au mois de mars prochain, et mais elle est encore en pleine vigueur. Quand elle s'exprime, elle est toujours aussi passionnante. Voilà, elle est absente, mais comme nous avions prévu un peu la chose, nous aurons un peu d'elle avec sa voix. Donc nous allons d'abord écouter Adrienne. Aujourd'hui est une journée assez solennelle pour moi. Essentiellement parce que vous me rendez ici un hommage qui me touche beaucoup dans ce qui a été essentiel dans ma vie. Je n'ai jamais sollicité d'honneur, celui-là y compris, bien que j'en ai reçu quelques-uns dans mon cursus professionnel. Mais un prix littéraire pour une œuvre littéraire et pour l'enseignante que je fus à près de 90 ans, la récompense qui ne peut que me toucher comme une couronne pour mes cheveux blancs. Je ne sais pas si je la mérite au sens strict du terme, car écrire, pour qui toute sa vie a enseigné ou pratiqué l'écriture, semblerait pour moi la moindre des choses. J'ai toujours beaucoup écrit, puis presque dès l'enfance, où je fus l'épistolière de la famille pour la correspondance régulière avec des oncles expatriés dans de lointaines colonies. Il faut croire que cela leur fut agréable, car ils ne manquaient jamais de le dire dans leur courrier en retour. Mais aussi à mes amis, de façon plus ou moins régulière ou intermittente, la spécificité de l'amitié n'ayant aucun lien de proportionnalité avec la place dans le nombre des correspondants ou correspondantes. Cela tenait plus aux circonstances et aux aléas dans la vie de chacun de nous. Puis, un jour de juillet 1976, un événement brutal a changé le cours de ma vie, juste au moment de la transition entre la vie active et la retraite, active elle aussi. Transition cataclysmique, et je mesure la force de ce mot. Un nouvel incendie récent, celui-là, nous rappelle que le feu est un des 4 éléments essentiels de la vie de notre planète, avec l'air, l'eau et la terre. Car le feu avait touché gravement la maison que j'avais héritée de mes parents et où j'avais décidé de continuer, sinon de terminer ma vie, et où j'étais en train de m'installer pour la retraite en y cultivant, au cœur des astres et de la garrigue, le jardin de mes ancêtres, jamais abandonné. Voilà comment, suite à ce choc, je suis entrée en littérature pour témoigner de ce monde comme il va. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous remercier d'avoir suivi avec tant d'amicale sympathie une œuvre littéraire si peu imposante en nombre de titres sur les rayons des librairies, bien moins que les doigts de la main, mais qui a été le lien profond et sacré de ma vie avec ceux pour qui la nature ne sera jamais un décor, mais la source de toute vie, et doit pour cela être protégée et respectée. Un nouvel incendie, récent celui-là, nous rappelle opportunément que rien n'est gagné d'avance et qu'il faut rester vigilant si nous voulons garder Saluti Pau selon le terme rituel qui tenait lieu au revoir lors des séparations de plus ou moins longue durée de nos ancêtres voyageurs. Saluti Pau donc, chers amis rivesaltés réunis ici, pour nous et pour le monde entier qui en aurait tant besoin. Merci à tous. Voilà, la voix d'Adrienne est toujours très émouvante.
J'ai eu peur qu'on soit dans une... Marie Bardet, ici, est venue un jour, quand on se réunissait à Rivesaltes, enthousiaste. Elle avait vu un bouquin génial et elle l'a tellement bien défendu que les membres du jury l'ont lu et on est tombé d'accord. C'était vraiment un livre qui méritait qu'on lui donne ce prix qu'on a intitulé « Coup de foudre ». Oui, le titre, le nom du prix tombe effectivement parfaitement bien avec le livre de Cécile Coulon et avec sa personnalité. En fait, ce livre, c'est un immense point d'interrogation. C'est pourquoi certaines choses arrivent aux gens qui ne méritent pas ce genre d'événement. Et donc, j'ai essayé non pas de faire une dissertation, mais de montrer par le récit, par le suspense, par l'image, pourquoi certains événements, violents ou pas, arrivent au moment où on s'y attend le moins. Dans une interview, j'ai lu que vous aimiez Stephen King. Oui. Stephen King, c'est un auteur de romans fantastiques, souvent. C'est lui qui avait, je crois, fait le scénario du film L'Exorciste, si je ne m'abuse. Donc c'est un auteur qui est tout à fait particulier et qui est tout à fait dans la note de la littérature américaine, enfin d'une certaine littérature américaine, même de certains films, ce qu'on peut voir à la télé, où des gens qui ont une apparence tout à fait normale, même plutôt beaux, se révèlent être des monstres, finalement. Et c'est peut-être ça qui apparaît dans votre livre, c'est que tous ces gens qui sont si beaux, si gentils au départ, finalement se transforment. Et ça n'a pas manqué effectivement d'évoquer l'univers un peu glauque, un peu pesant de Stephen King. Derrière la face lisse de certains personnages, il y a le monstre qui sommeille et qui se réveille. C'est ça, beau résumé. Je me demande qu'est-ce que je fais là en fait, parce que j'ai deux personnes qui connaissent mieux le livre que moi, donc je trouve ça assez chouette. Non mais c'est exactement ça, et puis je suis très contente que vous citiez Stephen King et Lovecraft, parce que moi c'est deux auteurs qui sont très importants. Moi j'ai aimé la lecture grâce à Stephen King, et quand je suis arrivée au collège et qu'on me disait en classe non, enfin Stephen King ce n'est pas de la littérature, vous devez d'abord lire Flaubert, après vous pourrez vous permettre de lire Shining ou Christine, parce que quand même Stephen King c'est un mec qui raconte comment un adolescent se fait poursuivre par sa propre voiture. Moi je trouvais ça absolument génial, ça me faisait peur, ça me bouleversait, enfin, c'était dingue. Je pense que beaucoup de gens ici ont vu Shining ou ont lu, et moi il y avait vraiment quelque chose qui me touchait, et plus je lisais ce genre d'histoire, plus je me disais mais en fait j'ai envie d'en raconter. J'avais ressenti tellement de choses, je m'étais dit mais comment on fait pour à son tour faire ressentir ces choses à un public. Et c'est pour ça que finalement des auteurs comme Stephen King, après bien avant il y a eu des livres comme Charlie ou la chocolaterie, où là c'est quand même le livre où le personnage qui est censé être une espèce d'angelot qui est Willy Wonka se trouve être un monstre pur et dur qui s'amuse à balancer des enfants dans des machines à guimauve et à les faire manger par des écureuils. Enfin, c'est dingue parce que ce bouquin, tout le monde disait c'est un livre pour enfants, et quand on le lit, on se rend compte que c'est pas du tout fait pour les gamins, quoi. Et ces auteurs-là qui ont vraiment joué sur l'ambivalence humaine, moi ça m'intéresse beaucoup. Et malheureusement, pendant toute la période collège et lycée, il a fallu, je vais pas dire lire en cachette, mais presque, parce que je repense à ce que disait Michel Onfray sur la philosophie hier. Il y a une certaine façon d'apprendre à lire à l'école, et on a tendance à dire il y a une seule histoire littéraire, donc c'est Victor Hugo, c'est Flaubert, c'est Stendhal, c'est George Sand, même si j'aime beaucoup ces auteurs, évidemment que c'est magnifique, mais quand on a 12 ou 13 ans et qu'on a appris à lire par des vecteurs différents, c'est extrêmement compliqué d'abandonner ce qu'on aime pour des choses qu'on est obligé de lire. Et je comprends pas pourquoi, même actuellement, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi on prend les classiques français et on tape sur la tête des élèves avec en disant c'est ça la littérature et c'est pas autre chose. Pourquoi la littérature science-fiction, par exemple, elle n'est pas plus représentée, alors que c'est quand même un genre qui est, je sais pas, qui vaut autant que l'autofiction, ou que la correspondance, ou que le théâtre. Voilà, donc vous êtes un peu d'ailleurs, en la matière, doublement, si j'ose dire, à contre-courant de ce qui est considéré comme la bonne littérature, puisque quand on parle aux gens de littérature, ici, je veux dire, en France,
on ne vient à l'idée de personne de citer Stephen Hawking, Stephen King. Hawking, c'est un astrophysicien que j'aime beaucoup. Stephen King, ça paraît même obscène. Mais souvent, iconoclaste en tout cas. Souvent les gens me regardent avec des yeux ronds quand on dit mais alors pour vous qui sont les grands auteurs, donc, moi le premier nom qui sort c'est Stephen King et surtout que c'est assez drôle en France on a cette image un peu Stephen King c'est le Harry Potter. Parce qu'on le connaît pas aussi. Et d'ailleurs sur France Culture il y a eu une émission sur 7 épisodes où Stephen King était lu par Jean-Pierre Calfon et honnêtement ça vaut le détour donc vous pouvez le télécharger en podcast, écoutez ça et vous allez tous changer d'avis sur Stephen King. Mais c'est vrai qu'en France on a une image assez particulière, c'est un peu le Harry Potter pour les grands quoi, Stephen King, alors qu'en Amérique c'est un auteur qui a sa place au panthéon des grands noms littéraires. Alors pourquoi nous on a mis un tel fossé entre ces auteurs-là et la littérature, je sais pas. On a une tradition romantique très très forte littéraire. On est resté dans un 18e siècle, un 19e siècle qui était absolument fabuleux, mais qui ont tendance maintenant à écraser les velléités littéraires. Et je trouve ça assez dommage, parce qu'on a tellement de choses à raconter, on a tellement d'histoires qui restent, comme ce que je disais hier, qui restent dans les tiroirs à cause de ça, qu'il faudrait peut-être changer un peu et se dire d'accord, Victor Hugo c'est très bien, mettre un bonnet rouge au vieux dictionnaire, moi je suis vraiment d'accord avec ça, je pense qu'on aurait pu aller boire des bières ensemble si on était nés au même siècle, mais on peut faire autre chose, vraiment quoi. Est-ce que je peux inventer un prénom ? Genre, est-ce que je peux mettre un prénom au hasard ? Je vais rappeler, il est là. J'étais sur un vieux projet que je traînais depuis 4 ou 5 ans, auquel je n'ai pas renoncé, mais enfin bon. Et puis je suis tombé, par hasard, sur des carnets de guerre. C'était à la suite d'une disparition et j'ai été à classer, à trier des papiers qui étaient dans des archives familiales, comme dans toutes les familles. Et je suis tombé sur une série de carnets de guerre d'un appelé qui était parti donc en août 14, comme tout le monde, et qui avait tenu ses carnets même après l'armistice, jusqu'en 19. Donc il était rentré il est rentré bien après la fin de la guerre, mais bon, et ça m'intéressait de les lire sans avoir du tout l'intention de les utiliser. Ça m'intéressait pas par curiosité historique que personnelle, tout ça, bon, bref. Et je les ai lus et très vite je me suis mis à les retranscrire. Ça m'a pris pas mal de temps, ça m'a pris quelques semaines, quelques mois. Et en les retranscrivant, encore une fois par curiosité, et en m'apercevant qu'au fond, il y avait très très peu d'épisodes combattants. Il y avait une grande pudeur par rapport à l'horreur de ces événements. Il parlait surtout du temps qu'il faisait, ce qui est assez important quand on est à la guerre, puisque ça se passe, comme vous savez, pas mal à l'extérieur. Et puis au fond, c'était un peu la vie, si j'ose dire, banale à l'intérieur d'un événement énorme qui est cette grande guerre, qui est une espèce de suicide européen et mondial. Il s'appelle 14 parce que c'est un chiffre qui sonne, parce que c'est l'année où ce livre commence, et parce que j'aimais bien l'idée d'un titre qui soit un numéro, comme 1984 de George Orwell ou 93 de Victor Hugo, mais qui 93 est écrit en lettres. Voilà, parce que ça me paraissait aussi un titre qui sonnait comme un projectile. C'est un livre qui n'est pas sur la Grande Guerre, mais qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale.
C'est toujours une très grande surprise, les prix littéraires, parce que moi, j'ai pris l'habitude de ne pas prendre l'habitude de ça. Il se trouve que par extraordinaire, et ça m'est arrivé d'en avoir, mais je dois dire que c'est la première fois qu'un prix littéraire arrive un peu avant que le livre soit en librairie. Alors ça, c'est une émotion assez particulière. Je dois dire que je suis arrivé là il y a quelques heures et c'est un environnement tellement chaleureux et affectueux que je suis ravi d'être là, quoi, voilà, tout simplement. L'arpenteur lui-même, celui qui va s'approprier le territoire alors qu'il n'est pas de là. Et ça m'intéresse beaucoup d'avoir créé un personnage qui n'est pas du pays, qui arrive d'ailleurs et qui, lui, va en savoir beaucoup plus que les gens qui sont nés. Cet arpenteur est très supérieur intellectuellement à cet homme déjà vieux garçon, encrouté, peut-on dire, ne connaissant juste que la surface du monde. Il n'a jamais pensé qu'il y avait là-dessous une histoire tonitruante, des choses effarantes, des gouffres de psychologie. Ça ne lui est jamais venu à l'esprit. D'ailleurs, il se fâche au départ. Au départ, ça ne lui plaît pas. Il se dit, celui-là, il vient d'ailleurs, il croit qu'il est chez lui, mais c'est pas vrai, je le connais. Il ne va pas m'apprendre, il ne va pas m'apprendre ma ferme. Il ne va pas m'apprendre ma ferme maintenant. Et puis, tout d'un coup, il va être subjugué par cette intelligence rayonnante, mais désagréable. C'est un type affreux, il est tout à fait antipathique. Et jamais ils n'établiront de véritable amitié, au point qu'ils n'osent même pas l'inviter à manger. Il met l'assiette quand il arrive, et l'autre arrive à l'improviste, parce qu'il a sa standing invitation, comme on dit en anglais, mais il a table ouverte. Il a table ouverte tout le temps, et lui, il n'ose même pas l'inviter. Donc on a quelque chose d'extrêmement inégal, qu'il est abusif d'appeler amitié. Mais il y en a un qui va recevoir ce qu'il n'a pas, et l'autre qui va le donner, mais le donner avec une sorte de brutalité de celui qui sait par rapport à celui qui ignore. Pas fait les vendanges pour de vrai. Hein. Ça remonte à entre 11 ans et 20 ans, j'ai fait les vendanges pour un patron. Et évidemment, elles sont bien loin, hein, mais c'est des bons souvenirs. Et celles-là sont pas fatigantes. Je ne me suis pas sali les mains, je ne me suis pas fait griffer par des bûchettes. Donc tout est pour le mieux à ces vendanges. C'est très agréable. On vendange des gens, des idées, on vendange des connaissances. On est honoré d'une certaine manière, on est très reconnaissant de l'être. Et c'est ça qui fait le charme de cette rencontre. Exceptionnellement, ce n'est pas pour un livre que nous décernons un prix, mais là, cette fois, c'est parce que c'est lui. Voilà, on a voulu lui donner ce prix parce qu'il représente vraiment, il incarne nos vendanges littéraires telles qu'elles sont devenues. Et nous sommes fiers qu'il soit pour la 3e fois parmi nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est bien, tu vois quand tu veux. Alors c'est Martine Delcamp, la maire adjointe à la culture de Rivesaltes, qui accompagne le jury des vendanges littéraires, qui s'occupe de toute l'organisation, grâce aussi à tout le personnel de la mairie de Rivesaltes, qui est vraiment hyper sympa. Ils bossent le dimanche, le samedi, ils sont toujours là, on leur demande n'importe quoi, ils font leur possible, et tout ça dans un budget raisonnable, d'accord? Et je veux dire que chaque centime est bien dépensé, et je voudrais les féliciter parce que ce n'est pas le cas partout. Moi je dis ça d'autant mieux que je ne suis pas de Rivesaltes, donc j'ai aucun intérêt à le dire. Voilà, alors Michel, tu es là pour la 3e fois, chez nous, tu es content d'être là? Pas trop. Oui, parce que je suis loin de Paris. J'habite pas Paris et j'habite en Normandie, mais je me sens ici chez moi parce que vraiment on est en province. On en parlait tout à l'heure en voiture, mais je pense que tout le génie girondin, la Révolution française a été jacobine. Elle a triomphé. On a vu même une rue Saint-Just à Rivesaltes. Et je me dis que Jean Echenoz est un grand écrivain français qui est là. Je suis très heureux de partager cette scène avec lui. On a affaire à des gens qui font vraiment de la littérature et pas des affaires
mondaines ou ce genre de choses qui se font à Paris. Il faut aller à Paris parce qu'on ne peut pas ne pas y être. Mais j'ai entendu parler catalan avec Marie Rouanet. Je suis très heureux d'entendre parler des langues. Pardon ? C'est pareil. À chaque fois, je fais la bêtise. Et à chaque fois, je pense que à chaque fois que quand les langues sont vivantes, moi, je ne défends pas l'histoire. Je défends le français comme une langue commune parce que je trouve que ça permet de partager plutôt que de séparer. Sauf que quand on est ici, ça a un sens. Ça a un sens et on découvre le sens. Et j'avais déjà fait cette bêtise en direct sur une radio. On m'avait évidemment abondamment repris. Mais je pense que quand on fait de l'acharnement thérapeutique sur une langue qui ne signifie plus rien, ça n'a pas de sens. Mais quand elle signifie encore quelque chose, ça fait du bien de l'entendre. Et je regrettais, en vous écoutant, que la Normandie n'est pas une langue qui permettrait de dire effectivement que tout ne se passe pas à Paris. Je partage la scène aussi avec une jeune fille qui fait des choses très belles à cet âge, avec 3 romans derrière elle. Je trouve ça extraordinaire parce qu'on en parlait tout à l'heure, les tablettes, l'électronique, l'informatique et toutes ces choses-là. On se dit, mais il y a encore une jeune génération qui est là et qui nous dit, mais la littérature, c'est encore possible, le papier, ça existe toujours, les bibliothèques, ça a un sens, l'odeur du papier, ça fait toujours sens, etc. Je voudrais saluer cette grande éditrice parce qu'il y a un grand auteur qui est là, Henri. C'est vrai, non mais je le dis parce que je trouve effectivement que je vis en Normandie, je vois un peu à quoi ressemble Paris et je rentre chez moi, etc. Mais je connais un peu les usages mondains de Paris. Je me dis, vous avez là un grand auteur, vraiment. Quand on a 6 pages, quand Libération fait une plus 6 pages, un auteur qui ne le mérite pas, je ne dirais pas le nom, je veux dire, et qu'on se dit que Henri l'Héritier écrit les livres qu'il écrit et qu'on en parle si peu, ce qui montrerait à la France et au reste de la France qu'il y a un génie littéraire, que la littérature ça existe encore, comme avec Jean Echenoz, qu'il y a des gens qui ont un tempérament, un caractère, qui disent des choses et qui font la démonstration que Balzac, Zola, Flaubert, c'est pas mort, ça continue aujourd'hui. Simplement, il y a 20 personnes à Paris qui décident que la littérature c'est ça ou c'est pas ça, que le grand éditeur c'est ça et que c'est pas ça, que le personnage dont l'histoire littéraire retiendra le nom c'est celui-ci et pas celui-là, etc. Foutaise, tout ça ce sont des foutaises. Moi je le sais bien parce que je suis normand. Et ici, en Occitanie, mais ici en province je dirais, parce que les provinces font sens, mais ici je me dis, il y a effectivement des jurys qui lisent des livres. Je le sais parce que, je ne veux pas dire entre deux cuites Henri, mais je veux dire, quand on a bu tes vins et qu'on se retrouve à ta table, on entend parler littérature. Pourquoi on a aimé un livre, pourquoi on l'a moins aimé, pourquoi celui-ci s'est rallié à ce texte-là. Pourquoi les livres, finalement, c'est pas l'auteur qui se cache derrière, c'est pas l'allure de l'auteur, c'est pas ce qu'on dit de l'auteur, mais c'est le texte. Ça fait plaisir. C'est pourquoi à Rivesaltes, loin de chez moi, j'ai vraiment l'impression d'être chez moi quand même. Parce que justement, il y a une espèce d'international des provinces. Il y a une fraternité des provinces qui permet de dire, si le jacobinisme a triomphé, même avant le jacobinisme, je dirais avec... Il faut avoir lu Tocqueville qui nous raconte qu'effectivement l'État français avec Louis XIV ça existe déjà, que les Jacobins raflent la mise, etc. Mais il y a un génie des provinces. Et à chaque fois que le génie des provinces peut être mis en avant, je suis le plus heureux des hommes. C'est pourquoi je me sens un peu chez vous, ici et sur scène, avec tous les amis ici. Merci beaucoup à vous. C'est le 10e anniversaire, c'est un bel anniversaire. Un très bel anniversaire, oui, nous aurions souhaité un meilleur temps, mais quand mauvaise fortune on fait bon cœur, donc on s'est réveillé dans cette salle des dômes. On regrette beaucoup que ce ne soit pas passé sur notre platane mythique de la place de Gaulle. Mais enfin, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, le public a répondu. Présent, on a eu des auteurs formidables, sympathiques, qui sont bien mis dans l'esprit des vendanges littéraires, disons, et un public quand même relativement nombreux, et donc nous sommes très 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 satisfaits. Rendez-vous l'année prochaine ? J'espère, et sous le platane avec un peu de soleil.